auditeurs de Afrique 2050 sur Ivoire News Radio International. Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous pour cet autre numéro de Diaspolitique, l'émission politique par excellence de la diaspora, une émission à laquelle vous êtes désormais habitués, 18h, 20h, heure de New York, minuit 2h du matin, heure de Paris, 23h, 1h du matin, heure GMT, si vous êtes au niveau d'Abidjan. Celui que vous écoutez en ce moment se nomme Matt de Boisbré, comme vous l'avez deviné, qui assure donc l'animation de ce rendez-vous. À la réalisation, depuis le studio central là-bas à Washington DC, notre ami Jacques Roger, qui nous fait d'ailleurs signe que vous êtes nombreux à suivre l'édition de ce soir, oui. Nous nous attendions à cela depuis que nous avions mis le protocole de cette émission en ligne, ils sont nombreux. Nos auditeurs qui ont fait parvenir des messages pour exprimer l'intérêt particulier qu'ils éprouvent pour écouter notre invité de ce soir, eh bien, nous recevons Maître Abiba Touré, cette jeune avocate de 34 ans seulement, mais qui fait beaucoup parler d'elle, en tout cas en bien, si nous nous référons aux nombreux messages que nous recevons la concernant. On dit d'ailleurs d'elle qu'elle a la verve de Maître Vergès, voilà, sans toutefois exagérer, c'est ce que disent ceux qui la connaissent. Maître Abiba a l'énergie et l'étoffe de la vraie combattante avec sa dream team, elle ne recule jamais devant rien. On apprend que grâce à sa compétence, un formidable coup d'accélérateur a pu être donné à cette affaire que l'on croyait définitivement condamnée à demeurer sans suite. Alors, l'affaire, vous la connaissez. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a dû être exfiltré nuitamment, c'est le lieu de le dire, suite à un mandat d'amener délivré par la justice française. Un mandat qui fait suite à une plainte déposée par Michel Gbagbo, dont Maître Abiba Touré, que nous recevons ce soir, est bien l'avocat. Et c'est pour justement passer au peigne fin, ce que beaucoup se plaisent à appeler un autre Sorogate, que nous l'avons invité à cette tribune ce soir. Maître Abiba Touré, merci d'avoir accepté de nous entretenir ce soir sur ce sujet brillant de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Alors, commençons déjà par le commencement. Maître Abiba, quels étaient les motifs de la plainte de votre client Michel Gbagbo qui a abouti à ce que nous connaissons aujourd'hui? Bonsoir déjà, merci de me recevoir sur votre radio et je remercie d'ailleurs tous vos auditeurs et vous-même. Oui, alors en ce qui concerne la plainte de Michel Gbagbo, c'est une affaire qui est en cours depuis novembre 2011, c'est-à-dire depuis qu'on a saisi pour la toute première fois la justice française dans le cadre des sévices que Michel Gbagbo entendait dénoncer auprès de la justice française. Alors c'est une plainte pour des faits d'enlèvement, de séquestration et de traitement inhumain et dégradant. L'enlèvement et la séquestration couvrant la période du 11 avril 2011 jusqu'au 5 août 2011, date à laquelle il sera officiellement entre les mains de la justice ivoirienne. Donc voilà les faits qui ont été dénoncés, puisque entre avril et août 2011, sa détention ne répondait à rien d'un point de vue légal. Il n'était pas mis en examen, il n'était pas inculpé, donc il n'était pas en détention provisoire. Une garde à vue ne dure pas des mois, donc il ne pouvait pas être en garde à vue. Et contrairement à ce qui avait été indiqué, il n'était pas assigné à résidence, dans la mesure où les autorités ivoiriennes ont toujours été incapables de présenter un quelconque décret assignant Michel Gbagbo à résidence et qui lui aurait été notifié. Donc c'est pour cela que Michel Gbagbo a entendu saisir la justice afin qu'il y ait une manifestation de la vérité dans le cadre de cette affaire et qu'il soit reconnu en sa qualité de victime. Merci maître. Alors si je ne sais pas trop si mes informations sont exactes, généralement elles le sont. Alors nous avons entendu que l'État ivoirien aurait opposé un silence à une commission rogatoire qui lui aurait été adressée. C'est ce qui entraînait ce mandat d'amener. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, vous savez, un juge ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour délivrer un mandat. Comme je vous l'indiquais, la procédure est dure depuis 2011, depuis la plainte simple et ensuite la plainte à la constitution de partie civile. Donc ça fait déjà un long moment. Vous doutez bien que tous les actes de procédure
nécessaire au fait d'entendre les différentes parties, que ce soit la partie civile ou les mises en cause, ont été mis en œuvre. Et c'est face au silence des autorités ivoiriennes, et puis face au silence de M. Soro, qui était parfaitement informé de la procédure, qui avait reçu des convocations et qui n'a pas souhaité y répondre, qu'il a fallu délivrer un mandat d'amener afin qu'il puisse répondre aux faits qui lui sont reprochés dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution, mais qui n'a pas pu avoir lieu du fait alors que les forces de police se sont rendues à son domicile, il n'y était pas. Voilà, donc effectivement, lorsqu'on dit que la justice n'a pas respecté l'accord de coopération judiciaire, c'est faux. Je dirais même c'est le contraire. C'est la Côte d'Ivoire qui n'a pas respecté l'accord de coopération judiciaire, dans la mesure où ils se sont même toujours opposés à ce que Michel Gbagbo vienne répondre devant la juge, puisque la juge l'a convoqué lui aussi, et que les autorités ivoiriennes se sont toujours refusées, et ça en violation des accords de coopération franco-judiciaire, puisque je vous rappelle que ces accords prévoient que une personne convoquée devant le juge, qu'elle soit au demeurant détenue ou pas, parce que peu importe, que les autorités ivoiriennes mettent tout en œuvre afin de permettre à cette personne de répondre aux convocations. Or, ils ne l'ont pas fait. Donc, aujourd'hui, nous dire que la justice française ne l'aurait pas respecté, excusez-moi l'expression, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà, c'est ça, voilà, c'est qui est clair. Hein. Alors, maître, pour nos auditeurs qui sont effectivement étrangers au vocabulaire juridique, c'est quoi une commission rogatoire? Et puis, on nous a appris que Guillaume Soro était appelé à répondre devant la justice en tant que témoin assisté. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux notions? Commission rogatoire, témoin assisté, c'est trop gros, comme on dit, pour beaucoup de personnes dans la rue. Alors, la commission rogatoire, en fait, c'est un acte par lequel un magistrat, entre autres, français, ou un magistrat d'un pays va demander via la voie diplomatique, puisque ça passe par sa hiérarchie pour ensuite atterrir par la valise diplomatique dans le pays concerné, qui remet aux autorités du pays une entraide, l'accomplissement d'un acte. C'est-à-dire qu'un magistrat peut, par exemple, s'il a besoin de mener une enquête sur le terrain, lorsque les crimes ou lorsque les faits, les investigations sont nécessaires à faire dans un pays étranger, lui, magistrat français, n'a pas compétence dans un pays étranger. Il est juge d'instruction dans son pays, mais il n'est pas juge d'instruction dans un pays étranger. Donc il doit passer par un homologue, son homologue du pays concerné, pour accomplir un certain nombre d'actes. Donc c'est ça les commissions rogatoires. Ce sont des actes dont on demande l'accomplissement à une autorité étrangère. Il peut y avoir par exemple, mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire un juge ivoirien peut demander, par exemple, si des personnes demeurent sur le territoire français et qu'elle veut les entendre, il peut, par commission rogatoire, demander à la justice française d'entendre ces personnes. Dans ce cas-là, lui-même peut faire le déplacement et, accompagné d'un homologue français pour la régularité de la procédure, poser des questions à un témoin ou à une personne mise en cause. Donc c'est dans le cadre d'une coopération judiciaire que les commissions rogatoires internationales sont mises en œuvre. Donc voilà ce qu'est une commission rogatoire. Quant à la qualité de témoin assisté, qu'est-ce que c'est? Un témoin assisté, c'est plus qu'un témoin et c'est moins qu'un mis en examen. C'est-à-dire, c'est quand le juge indique qu'il veut entendre quelqu'un en qualité de témoin assisté, c'est que concrètement, il y a des éléments qui laissent à penser que la personne est impliquée dans les faits dénoncés. Donc, on lui permet de venir, notamment avec son conseil, de répondre aux questions du juge. Et à l'issue de ces questions, il y a une possibilité, c'est pas une certitude, parce qu'il arrive des fois où le juge estime que, au regard des explications fournies, qu'il n'y a pas lieu, et puis des fois il estime de mettre la personne en examen. Donc quand on est témoin assisté, on a quand même les droits du témoin assisté sont renforcés par rapport à un témoin classique. Il bénéficie d'une protection légale. La qualité de témoin assisté, c'est une protection légale des droits de la défense qui sont accordés à une personne qui peut potentiellement
être impliqué dans le cadre d'une procédure judiciaire. Donc quand un juge veut entendre quelqu'un comme témoin assisté, ça lui donne la faculté déjà d'être assisté d'un avocat et de pouvoir faire valoir ses moyens devant le juge d'instruction, qui par la suite, à l'issue, peut le mettre en examen s'il estime qu'il y a quand même, au regard de ce qu'il indique, des réponses qu'il a obtenues et de l'état de son dossier, qu'il y a des indices graves ou concordants laissant penser que cette personne a participé comme auteur ou comme complice aux faits qui sont dénoncés. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Alors justement, au vu de tout ce que vous venez à vous entendre dire, ce que vous venez de dire, on a l'impression que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a monté en grade, si on peut s'exprimer ainsi, parce que justement, dans cette affaire de témoin assisté, il est désormais mis en examen, si on en croit au papier que vous avez sorti. Alors, qu'est-ce qui change ici, surtout au niveau des risques que court désormais M. Soro avec ce nouveau statut de mise en examen? Alors, pour être plus précise, Monsieur Soro est considéré comme mis en examen par l'application de l'article 134. Alors, quand on dit du Code de procédure pénale, dit comme ça peut sembler très abscon à la plupart de vos auditeurs ou même à la plupart des profanes en droit. Qu'en est-il? Dans la procédure française, quand un juge d'instruction mène une information, à la fin de son instruction, il ne peut renvoyer devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises pour une personne pour être jugée qu'à la condition que cette personne soit mise en examen. C'est fondamental puisque la personne doit pouvoir faire valoir ses droits, les droits de la défense doivent pouvoir être protégés, la personne doit pouvoir demander des actes de procédure, faire des demandes d'actes auprès du juge d'instruction, etc. Donc, le principe en droit français, c'est que le juge d'instruction ne peut renvoyer devant une juridiction de jugement qu'une personne mise en examen, donc qu'une personne qui est poursuivie. D'accord ? Bon. Face à ça, les gens peuvent très bien se dire, c'est simple. Pour pas être mis en examen et donc pour pas être poursuivi et donc pour pas me retrouver devant un tribunal jugé, il suffit que je ne réponde pas aux convocations d'un juge. Si je réponds pas à la convocation du juge, le juge ne pourra pas me mettre en examen puisqu'il doit me notifier la convocation, la mise en examen. Il peut pas me la notifier puisque je viens pas à sa convocation et dans ce cas-là, je bloque la procédure, il ne peut rien contre moi et voilà, c'est terminé. Sauf que le législateur français a prévu ce cas-là. Et donc, par le biais de l'article 134, le législateur français, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, quand le juge, parce qu'il n'a pas pu convoquer la personne, donc la personne n'a pas honoré ses convocations, et qu'il délivre un mandat d'amener, ou un mandat d'arrêt, ou un mandat de recherche, et que malgré la délivrance de ce mandat, on n'a pas pu appréhender la personne pour diverses raisons, peu importe, à vrai dire, les forces de police doivent dresser ce qu'on appelle un procès-verbal de vaine recherche. Parce que ce sont les forces de police qui tentent d'exécuter le mandat. Donc, quand les forces de police établissent un procès-verbal de vaine recherche, ils le remettent au juge. Et donc, ce procès-verbal, c'est quoi ? C'est un document dans lequel ils disent au juge, nous nous sommes rendus sur place, mais on n'a pas pu appréhender la personne parce qu'elle n'était pas là, ou parce qu'elle était en fuite, ou parce qu'elle n'habite pas là, peu importe. Mais ils expliquent pourquoi ils n'ont pas pu appréhender la personne. À ce moment-là, le législateur français estime que si on a le mandat et on a le procès-verbal, la personne est considérée comme mise en examen. C'est une volonté du législateur français justement pour faire face à la mauvaise foi des personnes qui savent qu'elles sont recherchées dans le cadre d'une procédure ou qui n'entendent pas répondre des convocations pour faire obstacle à la mise en examen et donc à la poursuite de la procédure. Donc le législateur français a prévu ce cas-là en indiquant dans ce cas, si le mandat d'amener plus ce procès verbal de vaine recherche vaut mise en examen. Et c'est l'article 134 du Code de procédure pénale. Pour ceux qui sont un peu curieux, c'est le Code de procédure pénale français, on le retrouve sur Internet. Ils pourront le vérifier et lire l'article dans son entier et voir que ce que je dis n'est pas une vue de l'esprit, c'est une application stricte de la législation pénale française. Alors, merci, maître. Si nous voulons un peu revenir sur justement cette situation, parlant justement de ce qui a entraîné son exfiltration nocturne, comme on a eu à le dire tout à l'heure, il y a son avocat Jean Mignard estime que ce mandat d'amener n'avait aucune raison d'être, car Soro, d'après ce qu'il a dit, était mandaté
par l'Assemblée nationale et la présidence pour participer à la fameuse COP 21. Et il bénéficie donc d'une immunité diplomatique. D'après ce que nous avons pu entendre de cet avocat. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'observateurs qui estiment que ce mandat de représentation délivré par la présidence ivoirienne l'a juste été pour faire échec au mandat d'amener à partir du moment où Soro lui-même avait déjà signalé que, je crois que c'était sur son compte Twitter, il avait déjà signalé qu'il était en visite privée. Alors, quand vous regardez tout cela, vous avez l'impression que ce sont des documents qui sont des documents circonstanciels fabriqués pour sauver M. Soro? Bon, écoutez, moi, comme vous l'indiquez, hein, je me limite aux faits et j'estime qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Vous l'avez très bien évoqué, c'est-à-dire que M. Soro était sur le territoire français, il a indiqué, il s'en est vanté dans le cadre d'une visite privée. Il s'est même vanté de se faire couper les cheveux, excusez-moi, à Château d'Eau, en disant qu'il a créé l'émeute, telle une star, telle une pop star, une star de rock. Bon, très bien. Bon. Tout d'un coup, je vois pas d'ailleurs très bien le rapport entre le fait de s'afficher dans un quartier populaire parisien en train de se faire couper les cheveux et la COP 21. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si véritablement il était venu dans le cadre de la COP 21, il aurait annoncé, comme il sait le faire, en indiquant, bon voilà, il est en France pour la COP 21. Mais pas du tout. Monsieur Soro a juste indiqué qu'il était en visite privée et qu'il est parti chez le coiffeur à Paris. Bon, très bien. Et vous le notez très très pertinemment, une fois que le mandat a été délivré, et là il y a eu une panique à bord, et il fallait, excusez-moi l'expression, mais sauver le soldat Soro. Bon, et de manière fort opportune, on tombe donc sur un mandat de représentation qui est fourni à ce moment-là, mais là on est déjà mardi, c'est-à-dire or le mandat est de lundi, et M. Soro était sur le territoire français depuis la semaine d'avant. Et donc on nous fournit mardi un document selon lequel il aurait été mandaté pour représenter M. Ouattara dans le cadre de la COP 21. Bon, très bien. Et effectivement, on a le sentiment que ça a été fait juste pour essayer de faire échec à l'exécution du mandat d'amener. Mais mieux, si M. Soro était véritablement là dans le cadre de la COP 21, vous noterez deux choses. C'est que premièrement, le mandat de représentation, on vous dit qu'il est là dans le cadre de la COP 21 jusqu'au 17 décembre. Or, la COP 21 s'est terminée le 12 décembre. Donc, le 15 et le 16 décembre avec qui, sachant qu'il n'y a plus de COP 21? Ça n'avait pas de sens, premièrement. Mais deuxièmement, et élément encore plus fort, c'est que alors qu'ils indiquaient qu'il était là dans le cadre de la COP 21, mardi, je précise que ça, il le justifie mardi, mercredi, il repart brusquement en Côte d'Ivoire. Bon, là, alors que la COP 21, les négociations dans le cadre de la COP 21 n'étaient pas terminées. Qu'est-ce qui justifiait ce départ soudain? Bon, donc je pense que faut pas prendre les gens, faut pas insulter l'intelligence des gens, et on a bien compris que ce mandat a intervenu de manière fort opportune et permettait à M. Soro de quitter le territoire français sans risquer, de par le fait que sa visite privée a été transformée tout d'un coup, brusquement, en visite officielle, d'échapper à la justice et à la police française. Bon, je trouve le procédé un peu grossier, ça ne grandit pas leurs auteurs, mais personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Alors, qu'est-ce qui peut emmener, selon vous, Maître Abiba, qu'est-ce qui peut emmener, selon vous, M. Soro excusez-moi le terme, excusez-moi si j'emploie ce terme, qu'est-ce qui peut emmener, selon vous, M. Soro à fuir sa présence devant la justice? Bon, écoutez, je pense que lui seul peut répondre, mais je pars du principe que quand on n'a rien à se reprocher, on ne fuit pas comme ça. Enfin, je sais pas. Je ne pense pas que la fuite soit l'arme des innocents ou des personnes qui n'ont rien à se reprocher. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher affronte la justice et peut même vous indiquer aller jusqu'au bout du processus judiciaire. Bon, quelqu'un qui repart comme ça nuitamment, et puis vous noterez les déclarations contradictoires, parce que vous avez autant à Abidjan, on nous informait qu'il était dans l'avion et qu'il était en partance pour Abidjan, tandis que son avocat expliquait non, pas du tout, il est encore en France. Cette cacophonie même dans leur communication
montraient bien qu'ils étaient dans un état désespéré et qu'il fallait absolument exfiltrer pratiquement, c'est le mot que vous avez employé, mais qui donne effectivement ce sentiment, Monsieur Soro. Donc, je pense que ça l'a plutôt desservi, puisque ça n'a fait que démontrer que, au final, il y avait une crainte par rapport à cette procédure judiciaire et ce sur quoi elle pouvait déboucher. Mais c'est pas parce qu'il fuit que la procédure ne se poursuit pas et ne sera pas menée jusqu'à son terme. Voilà, mais effectivement, je trouve que en ce qui nous concerne, ça n'a pas grande incidence. On aurait préféré qu'il soit entendu, mais ça n'arrête pas la procédure. En ce qui le concerne, je pense que d'un point de vue tant de l'image que de ce que tout le monde a bien pu comprendre, ça a été désastreux. Et les masques sont tombés et on a bien vu que manifestement ils n'entendaient pas répondre à la justice. Voilà. Alors maître, à quoi pouvons-nous nous attendre aujourd'hui, parce que les rumeurs parlent d'une convocation de M. Soro, par exemple, pour le 20 décembre. Je ne sais pas, est-ce que vous confirmez cela? Non, écoutez, moi, j'en ai pas obtenu confirmation, donc bon, je ne peux pas confirmer une convocation. Je vois pas en plus, comme ça, je peux pas vous dire, mais comme je vous l'indiquais, M. Soro est déjà est considéré comme mis en examen, donc quel intérêt d'un point de vue procédural il y a à le reconvoquer? Parce que la procédure va se poursuivre sans lui tant qu'il fuira la justice, mais ça n'interrompt pas la procédure et ça ne la suspend pas. Donc je ne vois pas l'intérêt, à moins que M. Soro ait demandé à être entendu, pour éviter effectivement d'être interpellé sur le territoire français lors de d'une de ses prochaines visites privées en France. J'en sais rien. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, je ne peux pas vous confirmer la date qui a été indiquée parce que je n'en ai pas. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je sais pas. Mais je n'ai pas l'information, donc je peux pas confirmer une rumeur pour l'instant. Merci Maître Abiba, merci vraiment de vous prêter à nos questions ce soir. Je rappelle aux auditeurs que vous écoutez bien Dias Politique, l'émission politique de la diaspora, au micro Matt de Boisbré. On va donner quelques minutes seulement à nos auditeurs qui sont en ligne pour en savoir davantage. Sachez qu'il est minuit passé de 30 minutes là-bas au niveau de Paris. Il fait très tard, hein, comme on l'a dit. Nous avons Maître Abiba pour juste au plus une heure de temps. Alors, allez rapidement à vos questions, hein, les auditeurs, ce que vous voulez savoir, juste vos questions, pas de commentaires, pas de bavardage, allez-y à vos questions, et puis Maître répond à vos questions et on passe à autre chose. Alors, Monsieur Adjei, je crois que vous êtes en ligne, allez-y pour votre question si vous en avez une. Oui, Maître, mon frère Matt Boisbré, bonsoir et félicitations pour ce beau travail. Bonsoir, Maître Abiba. Bonsoir. Et félicitations pour tout ce que vous faites. Alors, j'ai deux questions pour vous. La première, vous savez, on a toujours été habitué à un processus juridique, c'est-à-dire, quand mon frère Mathieu Boisbré et moi, on a fait palabre, on s'est donné des coups de poing, que Maître Abiba, qui est l'avocat, la juge, vient, elle prend nous deux, et elle va nous poser des questions. Mais Maître Abiba ne peut pas prendre Adjei, le jeter en prison et prendre dire à Mathieu Boisbré, bon, va continuer à faire tes émissions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a avec le régime d'Abidjan et la justice mondiale est tordue aujourd'hui? Nous ne comprenons pas. Vous pouvez nous expliquer un peu, selon vous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui, deux hommes, Gbagbo et Ouattara, sont battus et Gbagbo est seul en prison? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est à propos de Michel Gbagbo. On interdit à Michel Gbagbo de sortir d'Abidjan. Et Soro, le criminel de Côte d'Ivoire, se pavane partout dans le monde. Alors, la justice française aujourd'hui lui envoie des convocations et le régime d'Abidjan fait des manigances. Alors, est-ce que, Maître Abiba, vous allez nous rassurer que vous pouvez aller jusqu'au bout parce que les Ivoiriens attendent la justice? Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au bout pour qu'un jour nous soyons en paix? J'en ai fini. Alors, allez-y, Maître, j'espère que vous pouvez déjà répondre ou bien... Oui, je vais répondre. Déjà, je remercie monsieur pour sa question. Oui, effectivement, ça peut paraître choquant dans le cadre, à l'issue de la crise post-électorale. Il y a eu quand même deux camps protagonistes et on se retrouve avec le président Laurent Gbagbo transféré
déportée à La Haye dans le cadre pour être poursuivie pour des crimes qui auraient été commis lors de la crise post-électorale qu'on lui impute et qui, je le rappelle, représente en tout et pour tout entre 200 et 250 victimes. Pas de décès de victimes, blessures, agressions diverses, viols et autres. Alors que nous tous savons que la crise post-électorale a fait plus de 3000 victimes, et on s'étonne que Madame Bensouda ne juge pas utile de renvoyer devant la CPI les auteurs des 700 ou 800 autres crimes. Ce qui montre, en tout cas, dans le fonctionnement de la justice internationale ou de la Cour pénale internationale en particulier, et du procureur Madame Bensouda, un problème. Il y a un malaise quand on voit les massacres qui sont intervenus dans l'Ouest. Il y a un malaise, et quand elle promet quotidiennement que elle tapera dans les deux camps, il y a quand même un malaise, parce que quand on voit la précipitation avec laquelle le président Laurent Gbagbo a été transféré, et puis plus rien, hormis après le transfert de M. Charles Bégoudet, effectivement, il y a un malaise certain, puisque la procureure ne donne pas l'impression d'être impartiale. Elle donne le sentiment de fermer les yeux, en tout cas, sur des exactions dont on accuse ou dont les auteurs présumés sont dans le camp de Monsieur Ouattara. Ça c'est certain. Je suis d'accord avec l'auditeur. Il y a un problème. Alors pourquoi, quand on voit la façon dont Monsieur Ouattara a été installé au pouvoir en 2011, je pense que vous avez la réponse. On est dans une logique aussi de rapport de force, mais il revient. Je pense c'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer le combat pour la justice, pour la manifestation de la vérité. Et il faut pas se résigner, il faut pas être dans la résignation. Il faut continuer le combat afin de démontrer que le président Laurent Gbagbo n'a pas sa place là-bas, et que les auteurs des crimes les plus graves commis en Côte d'Ivoire, non pas durant la crise post-électorale, mais depuis 2002 jusqu'à la crise post-électorale, voire même postérieurement à la crise post-électorale, eux vaquent à leurs occupations sans être inquiétés par la justice, et c'est inacceptable. Donc je pense qu'effectivement il faut en tout cas alerter, faire pression sur Madame Bensouda pour que ça ne puisse pas continuer comme ça. C'est pas possible. Il n'est pas dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire que des exactions de cette ampleur ne soient pas poursuivies, jugées et condamnées. Ce n'est pas normal. Maintenant, en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit, la procédure de Michel Gbagbo, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Au début, quand on a déposé plainte, nous avons eu des échos. Le pouvoir actuel d'Abidjan, ça le faisait bien rire. Ils ne se sentaient pas du tout inquiétés par cette procédure. Eux ont peut-être le pouvoir d'un État, mais on a le pouvoir de notre conviction. On a le pouvoir de notre conviction. Notre seule arme, c'est le droit et la conviction. À partir de cet instant-là, on est déterminé. Et on continuera, et on a la volonté de continuer jusqu'au bout. On n'a pas l'intention d'abandonner le combat. Les événements d'aujourd'hui sont le fruit d'un travail quotidien qui dure depuis 2011. Voilà, donc je peux rassurer votre auditeur, on a pour objectif de continuer le combat jusqu'au bout, de mener cette procédure jusqu'à son terme, c'est-à-dire que des personnes soient renvoyées devant la juridiction compétente, qu'elles soient jugées, et si elles sont reconnues coupables, qu'elles soient condamnées. Voilà notre objectif. Nous ne sommes pas dans du triomphalisme. J'ai bien conscience que les événements ont fait chaud au cœur à beaucoup de gens, et je le comprends. Mais moi, je reste dans ma posture d'avocat. J'estime que ce n'est qu'un petit acte et qu'il y en a encore beaucoup d'autres à accomplir pour parvenir à une victoire. Voilà, merci Maître Abiba. La deuxième personne sur la ligne, c'est monsieur... c'est le pasteur Nda. Pasteur Nda, allez-y, à votre question, ou deux, ou plus, allez-y. Oui, merci monsieur Boabré, et puis bonsoir à votre invité, Maître Abiba. Merci pour tous ces détails. J'ai une seule question pour vous, Maître. On suit tous ces dossiers de près. En tant qu'avocat, vous n'êtes pas obligé à anticiper, mais à supposer que M. Soro retourne en France, est-ce qu'il peut voir son immunité levée?
puisqu'il s'agit d'une affaire pénale, donc criminelle presque. Est-ce que cela override, c'est-à-dire prend le pas sur, a pris l'autorité sur l'immunité de M. Soro? D'accord. Alors, je vais répondre clairement. Merci beaucoup pour cette question parce qu'elle elle est pertinente. Effectivement, premièrement, je vous confirme, c'est une affaire criminelle. Hein. Les faits qui sont reprochés ont une qualification criminelle et non délictuelle. Donc, ce sont des faits graves. Concernant l'immunité, vous savez que M. Soro est député et son immunité parlementaire n'est opposable qu'aux autorités ivoiriennes. Elles ne sont pas opposables aux autorités étrangères. Donc son immunité, non, c'est pas parce qu'il est poursuivi en France qu'il ne devra pas répondre à des faits qui lui sont reprochés en France. La France n'a même pas besoin de demander la levée de son immunité vu que son immunité n'est pas opposable et qu'on est en matière criminelle. Donc non, ça sur ce point-là, effectivement, je peux vous assurer, il y a pas de, pour nous, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Mieux, la procédure, si véritablement l'immunité était opposable aux autorités françaises, il n'y aurait pas eu de procédure. C'est-à-dire, on n'aurait pas pu déposer plainte, un juge d'instruction n'aurait pas pu être désigné, et le juge d'instruction n'aurait pas posé un certain nombre d'actes si des poursuites n'étaient pas envisageables. La France, la justice française ne peut pas se payer le loisir de jeter de l'argent par les fenêtres dans des procédures qui n'ont aucune chance d'aboutir. Donc, si cette procédure-là est mise en œuvre, c'est parce que justement, l'immunité parlementaire, qui, je précise, une immunité ne signifie pas impunité. On a tendance, un certain nombre de dirigeants pensent que l'immunité est le synonyme d'impunité. Pas du tout. Et donc, ça n'empêche pas que M. Soro puisse répondre devant la justice française des faits qu'un ressortissant français lui reproche. Merci. Ma deuxième question, et dernière question, s'il vous plaît, M. Babé, c'est, vous êtes l'un des fers de lance n'est-ce pas, de ce genre de bataille. J'ai une question pour vous, qui peut nous rassurer certainement. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses se sont passées, il y a eu beaucoup d'injustices. Est-ce que vous pensez que vous-même, vous entendez, n'est-ce pas, continuer le combat pour que le droit soit lu et que la justice réellement et que la religion d'impunité cesse en Côte d'Ivoire? Il y a eu beaucoup de choses. Nous voyons que, n'est-ce pas, les gens de M. Babon qui sont pour la plupart incarcérés. Est-ce que vous avez continué le combat? Je vous confirme, bien sûr. Vous savez, nous, on part du principe que la bataille judiciaire, ce n'est pas un sprint, hein, c'est une course de fond. Une course de fond, on est dedans depuis maintenant, en ce qui me concerne, 2011. Donc oui, on a la volonté de la mener jusqu'au bout, mais je vais même aller plus loin. C'est fondamental, c'est nécessaire et fondamental. C'est nécessaire pour la Côte d'Ivoire, c'est nécessaire pour le peuple ivoirien. Vous ne pouvez pas avoir un peuple, une partie du peuple qui a été massacrée, violée, trucidée, une partie qui se retrouve en exil et espérer une réconciliation sans justice. Si on n'a pas la justice, on aura la vengeance. Donc pour éviter la vengeance, il faut qu'il y ait la justice. Il faut que les gens aient de nouveau foi en la justice. Et je ne suis qu'un des soldats de la justice, si vous voulez, de par ma fonction. Et mon objectif, effectivement, c'est d'essayer de montrer aux Ivoiriens qu'il faut continuer. Il faut avoir encore foi en la justice. Il faut qu'on y croie parce que c'est fondamental. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer dans l'impunité, mais on peut pas non plus continuer à mépriser des victimes, des exilés, des réfugiés de nos compatriotes qui sont répartis à travers le monde. C'est inacceptable déjà. Mais surtout, qu'est-ce qui va se passer si demain ce pouvoir n'est plus soutenu par ses alliés? Que va-t-il arriver? On peut arriver demain à un nouveau génocide, un nouveau massacre des gens qui, parce qu'ils ont souffert, vont vouloir se venger. Et dans cette vengeance, la vengeance est aveugle, elle peut frapper aussi des innocents, et on se retrouvera dans le cercle vicieux de la vengeance, et donc des répressions vindicatives qui met à mal l'unité nationale ivoirienne. Donc l'objectif, effectivement, c'est la justice doit prévaloir, elle doit s'imposer pour ne pas que la vengeance demain soit sanguinaire. Il faut que les gens puissent croire
en la justice. Et c'est le combat que je mène. Donc évidemment, nous entendons le mener jusqu'au bout. Vous savez, je ne suis pas la seule pour des raisons de sécurité. Je ne peux pas, on peut pas dire de qui est constitué mon équipe, mais je ne suis pas seule. Mais nous menons ce combat en tout cas, et on fera en sorte de le mener jusqu'au bout. Ça, je peux vous l'assurer. Merci. Merci, Maître Abiba. Merci beaucoup. La prochaine personne qui peut intervenir maintenant, à qui nous donnons l'autorisation d'intervenir, c'est Monsieur Kodji Aboulaye. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Kodji? Bonsoir, Monsieur Boabré. Oui, Monsieur Kodji, allez-y à votre question. Maître Abiba est à vous. Ok, bonsoir, Monsieur Boabré. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Ok, Maître, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que lorsque M. Boabré vous a posé la question concernant le décret qui a été signé rapidement pour dire que M. Guillaume Soro est en mission, vous avez parlé d'insulte à l'intelligence humaine. Est-ce que vous voulez dire que vous doutez de la justice française? Parce que nous savons que cette justice, à notre avis, elle est indépendante. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des frictions politiques et que cette justice n'a pas les mains libres? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez plus parlé plus de M. Guillaume Soro que de la juge, alors qu'elle a délivré un mandat. Et après avoir délivré le mandat d'amener, nous avons vu M. Guillaume Soro se présenter au Sénat français. Nous avons vu M. Guillaume Soro quitter la France. Nous avons aussi entendu un démenti lorsque vous avez dit que M. Guillaume Soro a été inculpé de cette même justice. Je voudrais avoir votre avis sur ce genre de truc vis-à-vis de qu'est-ce que vous pensez réellement de la justice française. Merci. Oui, merci pour vos questions. J'avoue qu'elles sont très pertinentes. Alors, est-ce que je doute de la justice française et des pressions dont elle peut faire l'objet? Vous savez, dans toute affaire où il y a du politique, il peut y avoir des pressions, mais malgré toutes les critiques qu'on peut faire du système français, la justice française a quand même un niveau d'indépendance assez élevé. Je ne dirais pas total, parce que on ne sait jamais, mais tout de même, il est assez élevé. Alors, quand vous me dites, oui, mais il y a eu le mandat et ensuite, on a quand même vu Monsieur Soro au Sénat ici et là, faites attention à la désinformation, parce qu'on est aussi dans une guerre de communication. Ce qui est certain, c'est qu'une fois que le mandat a été délivré, contrairement à ce que vous indiquez, M. Soro ne faisait plus beau nulle part. On le voyait plus, en réalité. Seuls ses avocats se sont empressés de faire un communiqué en se scandalisant de la délivrance du mandat qui, selon eux, a été fait en violation du droit international et des accords de coopération franco-ivoiriens, ce qui, au demeurant, est parfaitement faux. Mais effectivement, ils l'ont dit, mais bon, après, c'est de bonne guerre. Il fallait bien qu'ils disent quelque chose. Ils ne pouvaient pas garder le silence alors qu'un mandat avait été délivré. Donc, ils devaient un petit peu sauver les apparences. Mais maintenant, sur le fait que, nonobstant le mandat, M. Soro a pu sortir, comme je vous l'indiquais, dès lors que ils ont transformé la visite privée en visite officielle en présentant un mandat émanant de M. Ouattara qui mandate M. Soro pour le représenter dans le cadre de la COP21. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'effectivement, la France avait invité tous les États du monde, en tout cas un certain nombre d'États dans le monde, à la COP21. Parmi tous les États invités, il y avait la Côte d'Ivoire. Donc il aurait été contradictoire pour la France, où elle aurait donné l'impression finalement de faire preuve de mauvaise foi en n'accréditant pas le mandat donné par M. Ouattara. Même si on sait que c'est un mandat de circonstance, je pense que personne n'est dupe, il n'en demeure pas moins qu'on était en pleine COP 21. Ça, c'est un fait. Donc, il pouvait accréditer. Je vous aurais rejoint s'il n'y avait aucun événement officiel en France, s'il n'y avait aucun événement au Parlement français et que on accrédite alors qu'il n'y a pas de visite officielle avec des personnalités françaises. Là, je vous aurais dit oui. Oui, là, peut-être qu'effectivement, le Quai d'Orsay donne l'impression de vouloir
couvrir Monsieur Soro. Mais en l'espèce, avec la COP21, je peux pas avoir une telle affirmation. C'était beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, il y avait la COP21 et effectivement, dès lors que eux reçoivent un mandat, c'est compliqué de dire à quelqu'un, alors que vous l'avez invité, que vous ne voulez pas de son représentant. C'est un peu compliqué. Donc, en soi, ça ne m'a pas choqué, même si on a bien compris que tout d'un coup, cette demande d'accréditation semblait plutôt motivée par le mandat que par un intérêt particulier pour l'écologie. Je pense que là-dessus, aucun de nous n'était dupe. Alors, maintenant, en ce qui concerne le démenti, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, après mon communiqué, il y a notamment RFI qui a fait cas d'un démenti de source judiciaire, enfin, sans plus de précision. Moi, ce que je peux vous dire de manière claire, nette et précise, Monsieur Soro est considéré comme mis en examen par la justice française en application de l'article 134. S'il conteste cela, mais qu'il porte plainte. Parce que c'est une vérité judiciaire. Ensuite, encore une fois, on est dans une guerre de communication. Les journalistes ne sont pas des juristes. Je ne sais pas qui ils ont eu au téléphone, mais il suffit que vous ayez eu l'un des avocats ou l'un des proches de l'équipe de défense de M. Soro qui vous dit non, c'est pas vrai, et l'information part très vite. Et je vous explique, tout ça s'est passé en très peu de temps. Donc c'est parti très vite. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une réalité judiciaire. Il y a une réalité judiciaire. On peut essayer de faire douter un profane en droit, mais tout juriste, vous ne pouvez pas le convaincre du contraire. Aucun d'eux ne peut affirmer. Moi, je vous demande. Enfin, concrètement, je m'attends à ce que les journalistes aussi leur posent la question, qui nous disent est-ce que Soro et son application de l'article 134 du code de procédure pénale, est-ce qu'ils peuvent dire que Soro n'est pas mis en examen? Est-ce qu'ils peuvent l'affirmer? Bon, ils vont faire rire n'importe quel juriste s'ils affirment le contraire. Ou alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont éluder votre question en vous disant c'est scandaleux, patati patata. Mais le code de procédure pénale français est extrêmement clair. Donc, je l'affirme, le démenti n'avait pas de sens, parce que je ne sais même pas de qui il émane véritablement, mais en tout cas n'avait pas de sens, et la réalité judiciaire, elle est celle que je vous dis. Je ne vais pas, vous savez, quand on rédige un communiqué, on n'est pas à l'abri, lorsqu'on fait de fausses déclarations, de poursuites. Donc, on ne signe pas un communiqué à la légère, mais les dispositions que je vous ai indiquées, elles sont vérifiables. Et elles sont accessibles à un profane, parce que voilà, il suffit de lire. Je vous dis encore une fois, vous tapez article 134 du Code de procédure pénale français et vous le lisez, vous verrez. Il est clairement indiqué que dans le dernier alinéa, dans le dernier paragraphe, que le mandat d'amener suivi d'un procès-verbal de recherche infructueuse vaut mise en examen. La personne objet de ces deux éléments est considérée comme mise en examen. Or, vous conviendrez avec moi que le mandat d'amener a bien été délivré dans la mesure où les avocats de M. Soro ont indiqué qu'ils avaient reçu qu'un mandat d'amener avait été délivré à leurs clients et ils se sont scandalisés. Donc c'est qu'ils l'ont bien reçu. Ensuite, vous conviendrez avec moi qu'effectivement la police n'a pas pu l'appréhender dans la mesure où il a pu repartir. En droit, le policier est obligé d'émettre ce qu'on appelle un procès-verbal de vaine recherche. Donc ce procès-verbal-là, il a été émis. Donc mandat d'amener plus procès-verbal de vaine recherche vaut mise en examen. Voilà, de par leur propre déclaration, ils ne peuvent pas nier le fait que M. Soro est considéré comme mis en examen par la justice française. Tout le reste, vous savez, c'est des effets d'annonce et de la communication pour sauver les apparences. Voilà, merci Maître Habiba. Encore quelques personnes sur la liste et puis nous allons mettre fin à cette émission. On a promis juste une petite heure à Maître Habiba. Il est minuit passé de 50 minutes là-bas au niveau de Paris. Voilà, Monsieur Loès, allez-y pour votre question si vous nous entendez. Allô? Oui, allez-y, votre question, Monsieur Loès. Bonsoir, Bavré, bonsoir pour tout le travail. Merci maître, vraiment, congratulations. Bon, ma question c'est de savoir, actuellement, il y a un mandat d'amener, un mandat d'arrêt. D'abord, je voudrais savoir quelle est la différence entre mandat d'amener et mandat d'arrêt. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que, avec les oui, non, l'hésitation du gouvernement ivoirien, pensez-vous que
la justice française peut amener le gouvernement ivoirien à livrer ou bien à faire que la justice soit faite au niveau de soit de Soro ou bien de quelqu'un d'autre. Merci, merci l'Ouest. Oui, maître, je crois que vous avez déjà expliqué le mandat d'amener. Maintenant, il veut ensuite savoir ce que c'est que, en fait, s'il y a une différence entre le mandat d'amener et le mandat d'arrêt. Oui, il y a une différence effectivement, parce que déjà le mandat d'arrêt est souvent un mandat d'arrêt international. Le mandat d'amener c'est un mandat national, et surtout le mandat d'amener, c'est lorsqu'on a, en l'occurrence, il est souvent délivré lorsqu'on a un domicile certain, c'est-à-dire qu'on sait où est-ce que la personne vit ou quel est le domicile français de l'individu, et quand il y a eu, comme dans le cas d'espèce, des convocations qui n'ont pas amené la personne à se présenter à ces convocations. Donc cela amène effectivement le mandat d'amener. Le mandat d'arrêt, c'est quand vous n'avez pas spécialement d'éléments quand la personne n'est pas sur le territoire français, quand vous n'avez pas de domicile certain ou que vous savez qu'elle n'est pas nécessairement à ces domiciles-là. Dans ce cas-là, vous délivrez un mandat d'arrêt international, ce qui actionne la coopération judiciaire via Interpol et Europol de tous les services de police du monde, et donc la personne prend le risque à chaque fois qu'elle prend l'avion à l'aéroport et au contrôle aux frontières d'être appréhendée par les autorités policières du pays pour être remise aux autorités françaises en exécution déjà de la coopération judiciaire et du mandat d'arrêt. Donc voilà la grosse différence. Donc quand la personne vient en France, que si moi monsieur, je sais où est-ce que vous habitez et que je suis juge et que je vous convoque et que vous venez pas, ça n'a aucun intérêt pour moi de vous délivrer un mandat d'arrêt. Il suffit que je sais où vous êtes, où est-ce que vous habitez du moins. J'emmène la police chez vous, et donc c'est ce qu'on appelle un mandat d'amener. Maintenant, si vous n'êtes plus sur le territoire français et que je ne sais pas exactement où est-ce que vous êtes, où vous bougez pas mal, à ce moment-là, je peux délivrer un mandat d'arrêt de manière à ce que moindre mouvement, si vous tentez de voyager, que vous soyez appréhendé pour m'être remise et que je puisse procéder à votre interrogatoire. Donc voilà la grande différence entre les deux notions. Maintenant, en ce qui concerne, est-ce que la justice française peut amener les autorités ivoiriennes à livrer Soro ou à coopérer? Écoutez, vous savez, moi c'est aux autorités ivoiriennes de savoir ce qu'elles entendent faire en réalité. Maintenant, les autorités ivoiriennes vont vous dire qu'ils sont un État souverain, qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai, c'est un État souverain, il fait ce qu'il veut. Comme la France est un État souverain, et la France fait ce qu'elle veut aussi, chez elle. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, c'est de savoir est-ce que ils sont prêts à jouer le jeu de la souveraineté. Le jeu de la souveraineté qui, tout d'un coup, c'est maintenant qu'on se souvient que la Côte d'Ivoire est censée être un État souverain. Je ne les ai pas entendus parler de souveraineté en 2010 ou en 2011. Mais bon, il n'est jamais trop tard, vous allez me dire. Mais en tout cas, la France est un État souverain aussi, et elle fait ce qu'elle veut chez elle, dans le cadre de sa législation interne. Voilà. Donc, à ce jeu-là, il n'y a pas de souci. Je pense que, en réalité, on se retrouve, et puis je m'étonne d'autant plus, monsieur, que, vous savez, quand vous avez écouté les déclarations de monsieur Soro, de monsieur Ouattara, lorsqu'on condamnait les violations graves des droits de la défense d'un certain nombre de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, il nous expliquait il faut laisser la justice mener jusqu'à son terme en n'entendant pas s'ingérer dans le processus judiciaire. Très bien, pourquoi le font-ils pour la France ? Il faut laisser la justice française aller jusqu'à son terme, il ne faut pas s'immiscer, s'ingérer dans le processus judiciaire français. Qu'elle aille donc jusqu'à son terme, et si véritablement ils n'ont rien à se reprocher, il n'y aura aucune conséquence. Mais si, dans le cas contraire, bien évidemment, c'est tout autre chose, et ils devront répondre de leurs actes. En tout cas, nous, ce que nous voulons, c'est la simple manifestation de la vérité, et que donc la procédure puisse aller jusqu'à son terme. Et je suis pour le moins surprise que ça les choque de voir, en tout cas, de voir un processus judiciaire mis en œuvre, et encore une fois, conformément à la procédure. Je vous assure que rien n'a été fait en violation d'un quelconque accord de coopération, ou rien n'a été fait en violation du droit international. Rien. Tout a été fait conformément aux règles de procédure. Après, tout le reste, encore une fois, c'est une guerre de communication. Donc c'est de la communication, et c'est scandaleux, mais bon, c'est tout. Donc la procédure judiciaire, nous entendons en tout cas la mener jusqu'à son terme. Eux agissent comme ils le veulent, mais chacun devra en tirer les conséquences.
Voilà, merci Maître Abiba. On s'achemine allègrement vers la fin de cette émission, quelques 5 petites minutes, et puis on met faire cette émission le pasteur Aka, si vous nous entendez, votre question. Oui, bonsoir, monsieur Marc, bonsoir, maître. Ma question elle est très simple, hein, disons. Est-ce que, au vu de toute la déclaration, l'information que vous venez de donner, est-ce à dire que si aujourd'hui, ce serait Guillaume s'amenait en France, que ce soit même pour une visite officielle diplomatique, est-ce à dire qu'il peut être arrêté par la police française? Écoutez, Voilà, merci. Merci beaucoup pour la question. Alors, la réponse, elle va être claire. Hein. Dans le cadre de la visite, dans le cadre d'une visite officielle, c'est-à-dire où il y a une accréditation aussi de la France et tout, et bien supporter arrêté par la police française. Écoutez, Voilà, merci beaucoup pour la question. Alors, la réponse, elle va être claire. Hein. Dans le cadre de la visite, dans le cadre d'une visite officielle, c'est-à-dire où il y a une accréditation aussi de la France et tout, il est bien évident que vous ne pouvez pas arrêter un individu qui est invité par les autorités françaises. Là pour le coup, ça serait créer un conflit diplomatique, parce que vous ne pouvez pas inviter quelqu'un chez vous et en même temps l'arrêter. Ça n'a pas de sens. Par contre, dans le cadre d'une visite privée, bien évidemment, il prend le risque à se faire appréhender pour être conduit devant le bureau du juge. C'est un risque qu'il prend. Mais en même temps, voyez-vous l'incohérence de Monsieur Soro et de ce qui est déclaré, c'est que tout en disant que le mandat d'amener est levé, si le mandat d'amener est vraiment levé comme il le déclare, mais qu'il vienne en visite privée en France. Qu'il vienne, je le mets au défi, c'est simple, c'est-à-dire qu'il vienne, qu'il annonce, bon, moi, Monsieur Soro, je ne crains rien, le mandat a été levé, il n'y a pas de problème, voilà, je suis un garçon, je viens en visite privée en France tel jour, et je serai là. Vous allez voir, rien va se passer, plus qu'il le fasse. Bon, bien évidemment, il ne le fera jamais, parce que la réalité du dossier, la réalité judiciaire, ils savent très bien ce qu'il en est véritablement, et donc la seule manière d'éviter de se retrouver appréhendé par les forces de police et conduit devant le bureau du juge, c'est de venir en France que dans le cadre de visite officielle, ou alors d'accepter enfin d'être entendu par le juge, et à l'issue de quoi, une fois que le juge l'a entendu, que sa procédure avance, il peut venir en France quand il le souhaite sans être inquiété, puisqu'il aura répondu à la convocation du juge. Mais tant qu'il ne le fera pas, tant qu'il fait obstruction à la convocation du juge et à l'audition devant le juge, il est bien évident que sa présence en France risque d'être un peu difficile, un peu compliquée. Voilà, merci. L'avant-dernière question, nous allons aller rapidement. Docteur Mouketou qui nous appelle de Paris, je crois bien. Docteur Mouketou, est-ce que vous nous entendez? Votre question? Oui, je vous entends parfaitement. Bonjour, Maître Abiba. Une question. Comment expliquez-vous le comportement de beaucoup d'Africains, surtout du côté des intellectuels, qui disent que la France ne respecte pas nos États quand les dignitaires de certains pays comme la Côte d'Ivoire, pour le cas de Guillaume Soro, et le directeur de cabinet de M. Ali Bongo Ondimba, qui ont posé des actes anti-républicains, et quand ils sont interpellés en France, ces intellectuels disent que ce sont nos États qui ne sont pas respectés par la France. J'aimerais avoir votre réaction. Est-ce que Guillaume Soro, ça c'est une question vraiment très simple, a été mis en examen? Merci. Merci. Alors, c'est vrai que la première question est extrêmement pertinente, parce que tout d'un coup, il y en a qui se retrouvent un cœur de panafricains et de souverainistes en expliquant qu'effectivement, la France ne respecte pas les États africains. Bon, moi, je vais être claire. Je pense que
En ce qui me concerne, je pense que ce sont les États africains qui ne se respectent pas eux-mêmes, déjà, premièrement, qui ne respectent pas leur population, qui ne respectent pas leur peuple, et qui utilisent parfois des forces étrangères pour régler leurs comptes dans leur pays, et quand cette même force étrangère pose des actes à leur encontre, tout d'un coup, ils se retrouvent tout d'un coup souverainistes ou panafricains. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, dans le cadre, en tant que panafricaine, évidemment, je préférerais voir une justice ivoirienne poursuivre toutes les personnes impliquées dans le cadre de la crise post-électorale ou dans tous les crimes dénoncés par des victimes et rendre des jugements, des décisions en toute indépendance. Mais il faut bien constater que tel n'est pas le cas. À partir de ce moment-là, qui ne respecte pas la justice ivoirienne ? Est-ce que véritablement les politiques ivoiriens respectent la justice de leur pays ? Parce que si vous respectez la justice de votre pays, vous lui garantissez quand même une indépendance. Vous lui permettez de rendre des décisions en droit et non des décisions animées que par une volonté politique. Donc c'est déjà le premier problème. Deuxièmement, encore une fois, dans le cas de la Côte d'Ivoire, on est dans un cas particulier. On est dans un cas où, effectivement, on a vu comment M. Ouattara était installé au pouvoir. Bon, je n'ai pas entendu grand monde condamner des bombardements français alors qu'on était dans un contentieux électoral. Il faut quand même le rappeler, hein. On était dans un contentieux électoral qui a fini sous les bombes. Bon, ces mêmes personnes qui avaient applaudi ces bombardements, où était leur esprit de souverainisme, où était leur esprit panafricain? Ils étaient où? Bon, quant à la classe intellectuelle africaine, on ne peut pas avoir une émotion sélective. Ou dans ce cas-là, ceux qui se scandalisent de toute ingérence, je peux comprendre. Mais ceux qui ont qui se scandalisent de manière sélective, c'est-à-dire quand on bombarde la Côte d'Ivoire, il y a rien, et puis par contre quand une procédure judiciaire est mise en œuvre, ils se scandalisent, excusez-moi, mais c'est choquant. Et puis clairement, la législation française permet à tout ressortissant français de porter plainte pour des faits qu'il a subis en France comme à l'étranger. C'est la législation française qui le permet. La question fondamentale qui se pose, c'est est-ce que la législation ivoirienne, est-ce que nos législations africaines protègent autant leurs ressortissants? Est-ce que la législation ivoirienne permet à un ressortissant ivoirien qui est victime de crimes graves, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, de porter plainte? Non. Pourquoi? Je veux dire, où on se dit indépendant, et dans ce cas-là, on respecte nos peuples, et on fait en sorte aussi d'on respecte nos populations, ou alors finalement on est indépendant que quand ça nous arrange et on ne l'est pas quand ça nous arrange pas. Bon, voilà, ça n'a pas de sens. À un moment donné, faut assumer ses actes. Donc je trouve malheureusement, bon, tous nos intellectuels africains ne réagissent pas comme ça. Beaucoup ont une position très claire et c'est admirable au demeurant. Mais beaucoup, je trouve, s'émeuvent mal en plus, parce que encore une fois, lorsqu'il s'agit d'une véritable souveraineté, je peux comprendre, mais tout le monde sait qui a été Monsieur Soro. Tout le monde sait les suspicions qui pèsent sur lui depuis plus d'une décennie. Donc de quoi on nous parle? Bon, tout le monde sait pourquoi ils ne s'émeuvent pas quand il y a une justice des vainqueurs qui s'applique en Côte d'Ivoire et assumée par le pouvoir en place. Bon, qui s'est ému quand le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé à La Haye? Je vous rappelle qu'au moment où il est transféré, la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié le statut de Rome. Rien ne justifiait légalement une telle déportation. On les a pas beaucoup entendus. Bon, dès lors que vous avez une vision sélective de la chose, à mon sens, vous n'êtes pas crédible. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette question-là. Concernant Soro, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà répondu, c'est que Soro est effectivement considéré comme mis en examen par la justice française en application de l'article 134 du Code de procédure pénale, qui est accessible à tout le monde et que je vous invite à lire, hein, vous pouvez le trouver sur Internet. Donc oui, Soro est bien considéré comme étant mis en examen dès lors qu'il a eu un mandat d'amener et un procès verbal de vague recherche. L'application de l'article est claire. Merci, maître. Nous avions
nous avions juste prévu 1 heure de temps. On avait prévu passer 1 heure de temps avec vous. Hein. Justement, il est 1 heure. Voilà, il est 19h passé de 4 minutes ici à Washington DC. Jacques Roger, votre question, la dernière du genre, et puis on libère Maître Abiba. Allez-y. Voilà, merci beaucoup Mathieu Boisbré, c'est une très très bonne émission. Alors, 3 petites questions. D'abord, la nationalité d'origine de Maître Abiba, et ensuite, vous avez parlé donc de l'arrestation donc de monsieur Michel Gbagbo, hein, entre le mois d'avril et puis août. Est-ce qu'en ce moment, M. Alassane Dramane Ouattara ne s'était pas déjà autoproclamé président? Est-ce que Soro n'a pas du tout reçu donc les ordres de M. Alassane Dramane Ouattara dans ces conditions? Pourquoi la plainte n'est pas contre M. Ouattara ou bien le ministre donc de la Justice? Et ensuite, la toute dernière question, M. Michel Gbagbo est un citoyen ivoirien aussi, hein, et aussi des citoyens français. Pourquoi la justice française décide donc de juger donc un citoyen aussi ivoirien? Oui. Alors, pareil, hein, vos questions sont très pertinentes. Alors, en ce qui concerne ma nationalité d'origine, je suis d'origine ivoirienne. Voilà, je suis, comme diraient les Ivoiriens, je suis l'enfant du OU. Si on se réfère à notre constitution, je suis un enfant du OU et non du est. Donc, je suis originaire de la Côte d'Ivoire par mon père. Donc voilà, pour répondre à votre question. Alors maintenant, en ce qui concerne pourquoi on ne porte pas plainte contre M. Ouattara alors que Soro a manifestement ou a peut-être reçu des ordres de la part de M. Ouattara. Écoutez, concrètement, ce qui était certain, c'est que les commandants de zone qui ont agi ont clairement indiqué agir sur ordre, dans leur hiérarchie, c'est à M. Soro qui répondait. Maintenant, vous savez que dans le cadre de la procédure peut évoluer. C'est pas une procédure fermée et figée. Si demain il y a des éléments qui prouvent l'implication de M. Ouattara n'est pas non plus à l'abri. Donc voilà ce que je peux vous indiquer. C'est pas une procédure figée, faut la laisser évoluer, et elle évolue au gré des éléments qui nourrissent le dossier. Donc vraiment là-dessus, la question n'est pas ce n'est pas fermé, ça peut évoluer. Maintenant, en ce qui concerne la nationalité de Michel, vous savez que pour tout pays, on ne voit l'individu qu'en fonction de sa nationalité. C'est-à-dire que pour la France, pour la Côte d'Ivoire, Michel Gbagbo est un Ivoirien. C'est normal. La Côte d'Ivoire, il est complètement indifférent à l'État ivoirien que Michel Gbagbo ait une autre nationalité. Aux yeux de l'État ivoirien, Michel Gbagbo est ivoirien. Bon. Eh ben, sachez que aux yeux de l'État français, des autorités françaises, c'est la même chose. Aux yeux de l'État français, Michel Gbagbo est français. Point final. Le fait qu'il s'agit d'un binational, qu'il ait également une autre nationalité, est complètement indifférent. Aux yeux de la France, Michel Gbagbo est français. Et la législation française prévoit une égalité absolue entre tous ses citoyens. Dès lors, Michel Gbagbo, victime de crimes, peut saisir la justice de son pays en vue de les dénoncer et qu'une information soit ouverte concernant les crimes qu'il dénonce. Donc voilà pourquoi il saisit, voilà pourquoi la France n'a pas à s'interroger sur la double nationalité de Michel Gbagbo. C'est pas son problème. Et la France, excusez-moi, mais ça lui est complètement égal que Michel Gbagbo soit ivoirien, turc, chinois ou américain. Ça, c'est pas son problème. Tout ce qu'elle voit, c'est que c'est un ressortissant français, c'est que c'est un citoyen français qui a droit de saisir la justice de son pays, qui ne vivent pas dans son pays. Ça, c'est, vous savez, il y a plein d'expatriés dans le monde. Il y a plein de Français qui vivent à l'étranger. Donc, ce n'est pas un argument. Dès lors qu'il est français, il peut saisir la justice de son pays des crimes qu'il a subis. Voilà ce que dit la loi française, et à partir de ce moment-là, elle a vocation à s'appliquer, en tout cas sur le territoire français, ce qui est parfaitement normal. Voilà, Maître Abiba Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. On dit d'elle, comme vous le savez, vous l'avez d'ailleurs remarqué, qu'elle a la verve de Maître Vergès. Voilà ce que disent ceux qui la connaissent. Maître Abiba a l'énergie et l'étoffe de la
supporters